Waouh, les petits angoissés! Aujourd'hui, on part chasser du loup-garou. Ou peut-être autre chose. On verra. C'est parti! Nous sommes en l'an de grâce 1600, sous le règne du bon roi Henri IV, à Saint-Oleil, à l'est du Bordelais, dans la région de Libourne. Il fait beau. C'est le milieu du mois de juillet et il n'y a pas de souci particulier chez les habitants de ce gros bourg, sur la route passante qui va de Périgueux à Bordeaux. La moisson a été bonne, les vendanges s'annoncent tout aussi réussies. Ce jour-là, Marion Renard, paysanne dans la campagne environnante et nourrice pour subvenir aux besoins de sa nombreuse famille, entre dans la maison de Guillaume Chenal, apothicaire. Le rez-de-chaussée sert de boutique. Guillaume Chenal y est en compagnie de sa clientèle, au milieu des fioles et des pots. Marion monte au premier étage où son épouse Agnès Chenal se repose dans une des chambres, tandis que l'autre est occupée par le nouveau-né Antoine, âgé d'1 mois. La nourrice ouvre la porte et pousse un cri d'horreur. L'apothicaire et sa femme, qui arrivent en courant, ont le même cri en découvrant le spectacle. Le berceau est éclaboussé de sang. L'enfant a été égorgé sauvagement. Guillaume se penche sur le cou de la petite victime et l'homme de science qu'il est découvre aussitôt l'incroyable vérité. Il se redresse et dit d'une voix tremblante : « C'est un loup !» Ses clients, qui sont montés avec lui, la nourrice, les voisins, qui accourent, ne veulent pas y croire. « Vous avez mal vu, maître Guillaume ?»« Non, j'en ai soigné des morsures de loup. Il n'y a pas de doute possible. » La nouvelle se propage dans Saint-Oleil et sème l'effroi. Car une attaque de loup, en juillet dans une maison pleine de monde, est un phénomène tout à fait contre nature. Le loup est un animal craintif qui ne s'attaque à l'homme qu'en toute dernière extrémité, lors des grandes famines de l'hiver, et jamais seul, toujours en horde. Dans le cas présent, il ne peut s'agir que d'un loup fou, certainement enragé. Cela veut dire que personne n'est à l'abri. Peu après, le curé sonne le tocsin. Une battue est organisée, mais sans résultat. Le loup meurtrier de Saint-Oleil court toujours. 1 mois a passé et il fait particulièrement chaud en ce début d'août 1600. À Puy-Montgou, un hameau voisin de Saint-Oleil, Périnette Lebeau, 8 ans, fille de pauvres paysans qui ont pour toute richesse 2 brebis, va les faire paître près de la rivière. Elle n'emmène pas large, Périnette. En partant, elle s'efforce de ne pas penser au loup enragé et elle serre fort contre elle le gros bâton qu'on lui a donné pour se défendre de la bête. À midi, son père quitte son travail au champ pour lui apporter de quoi manger et surtout pour la rassurer. Il arrive dans la clairière où elle a l'habitude de se rendre et reste pétrifiée. Les brebis sont là, mais plus Périnette. À l'endroit où elle se trouvait, la terre est toute remuée. Il y a des lambeaux de sa robe et des taches de sang. Il les suit. Elles le conduisent à un taillis où il découvre une vision d'horreur. Périnette a été sauvagement égorgée et en partie dévorée, au visage surtout. Le malheureux père appelle à l'aide et les habitants du hameau ne tardent pas à arriver. Mais plus que l'affreux spectacle de la fillette, c'est celui des brebis qui les glace de peur. Elles broutent paisiblement, parfaitement rassurées. C'est justement cela qui est terrible. Quel est ce loup qui s'attaque aux humains et laisse tranquilles les brebis ? Quel est ce prodige ? Quelle est cette diablerie ? C'est alors qu'en regardant mieux les blessures de Périnette, on découvre que, s'il y a bien des morsures de loup, il y en a d'autres, plus petites, qui n'ont pu être faites que par des dents d'homme. Tous ceux qui sont présents se signent, épouvantés. Un loup-garou ? Ce n'est pas un loup enragé qui a frappé à Saint-Oleil, c'est un être bien plus dangereux et terrifiant. Cette fois, l'émotion est immense dans la région et les autorités civiles et religieuses se mobilisent. À l'issue des funérailles de Périnette Lebeau, une procession parcourt la campagne, relique en tête, pour faire fuir le démon. Le procureur d'office de La Rochelle-Chalais, Guillaume Perdrier, est saisi de l'affaire. Il mobilise des soldats pour prêter main forte aux paysans qui organisent une gigantesque battue. Mais ni l'eau bénite, ni les hommes en armes ne se relèvent d'une quelconque efficacité. Le loup-garou du Bordelais est toujours là et ne va sans doute pas tarder à se manifester de nouveau. Porchère se situe au centre du lieu de chasse de l'animal du diable. Ameline Roussel, comme l'infortunée Périnette,
est la fille de paysans pauvres qui n'ont pour tout trésor que quelques brebis. La mère est là à la maison, le père est au champ. Elle n'a ni frère ni sœur, et il faut bien que quelqu'un emmène paître les bêtes. C'est le matin. Ameline récite ses prières, implorant le ciel que le loup-garou n'aille pas dans les parages. Pour se défendre de lui, ses parents lui ont remis un bâton et un crucifix. Soudain, les branches se mettent à bouger devant elle. Elle brandit sa croix en criant « Arrière, Satanas !» Et tout aussitôt, elle pousse un soupir de soulagement. Ce n'est que Jean Grenier, son voisin. Il a 12 ans environ. Comme elle, il est particulièrement fort pour son âge. Il va pouvoir rester avec elle pour la protéger. Elle a un sourire. « Jean, tu m'as fait peur !» Mais elle n'a pas achevé sa phrase que son sourire se fige. Jean Grenier a un drôle d'air. Et puis, il a sa main droite dans son dos, comme s'il cachait quelque chose. Il se met à ricaner. La bergère de Puymangout, elle aussi, m'a dit « Tu m'as fait peur ». Ameline Roussel recule terrorisée. Elle vient de découvrir ce que son voisin avait derrière son dos. C'est un crâne de loup, dont il fait claquer les mâchoires. Elle balbutie. « Jean, pourquoi tu fais ça ?»« Parce que j'aime la chair humaine, je ne peux pas m'en passer. » Ameline reste figée, comme les petites bêtes lorsque le serpent les approche. Elle va se laisser égorger sans se défendre, lorsque, soudain, elle se ressaisit. Elle frappe de toutes ses forces avec son bâton. Jean Grenier, qui ne s'attendait pas à cette réaction, pousse un cri de rage. Il a la tête en sang. Il se jette sur elle, tandis qu'elle appelle au secours à plein poumon. Le garçon est à 2 doigts de l'étrangler, mais, sans doute alarmé par ses cris, il y renonce et s'enfuit à toutes jambes. Les premiers paysans arrivent quelques instants plus tard, mais cette fois, la jeune victime peut parler. « C'est Jean Grenier! Le loup, c'est Jean Grenier !» La chasse s'organise aussitôt dans Porchère. On ne met pas longtemps à découvrir le coupable dans une masure abandonnée du village, et il aurait été sans doute mis en pièces si le curé n'était pas intervenu. C'est ainsi que Jean Grenier, 12 ans, se retrouve devant la justice, en l'occurrence le procureur d'office de La Rochelle-Chalais, Guillaume Perdrier. Jean Grenier, s'il est fort pour son âge, ne semble pas, c'est le moins qu'on puisse dire, avoir la même avance sur le plan intellectuel. C'est un grand gaillard, au front bas, aux sourcils épais, au regard fuyant. Il n'a guère eu une existence heureuse. Sa mère est morte en lui donnant le jour, son père s'est remarié et sa marâtre le maltraite. Il est, depuis des années, livré à lui-même, passant son temps à vagabonder et à chaparder. Le procureur Perdrier l'interroge à la prison de La Rochelle-Chalais. Il le fait sans se laisser impressionner par l'horreur des faits, d'une manière impartiale et consciencieuse. Voici leur dialogue, tel qu'il a été conservé dans les archives. « Quel âge avez-vous ?»« Je sais pas. »« Votre père dit que vous avez 12 ans. Peut-être bien. » Vous avez dit à la jeune Ameline que vous ne pouviez pas vous passer de chair humaine. Comment vous est venu ce goût ? J'ai fait un pacte avec le diable. Racontez-moi cela. Je me suis donné à lui une nuit de pleine lune. Quel âge aviez-vous ? Je sais pas. C'était il y a longtemps. Comment était le diable ? Il était tout noir. Sa bouche était froide. Pourquoi avez-vous un crâne de loup avec vous ? C'est un ordre du diable. C'est bien vous qui avez commis ces crimes à Saint-Oleil et à Puymangout. C'est moi. Jean Grenier se retrouve devant le Parlement de Bordeaux en novembre 1610. Malgré son jeune âge, il relève en effet de cette juridiction. Il est même passible de la peine de mort, la sorcellerie étant un des crimes qualifiés d'énormes par la loi et pour lesquels un coupable de 12 ans peut être exécuté. Mais dès l'ouverture des débats, on se rend compte qu'il ne sera pas question de peine capitale. Jean Grenier est tout juste capable de répondre aux questions. Il tire des propos confus, parfois contradictoires. Il ne semble pas avoir un niveau mental supérieur à celui d'un enfant de 7 ans. Bien vite, les juges, à une époque où pourtant la sorcellerie était une croyance partagée par tout le monde, n'accordent aucun crédit à son histoire de pacte avec le diable. Il n'y a rien de diabolique dans tout ça, rien que les chimères d'un simple d'esprit. Et le Parlement de Bordeaux, qui dans des affaires semblables a déjà fait preuve de discernement et de modération,
condamne Jean Grenier à rester toute sa vie dans un couvent comme domestique, sous peine d'être pendu et étranglé en cas d'évasion. Il y a un épilogue à l'histoire de la bête du Bordelais. Le procureur de La Rochelle-Chalais, Guillaume Perdrier, décidément homme consciencieux et méticuleux, a voulu savoir ce qu'était devenu le condamné. Il est allé le voir dans son couvent 10 ans plus tard, en 1610. Et il a pu constater combien les juges avaient vu juste en le déclarant irresponsable. Il s'est trouvé en face d'un grand jeune homme hébété en train de balayer la seule tâche dont il était capable, les moines n'ayant pu, malgré leurs efforts, lui en faire accomplir une autre. De nouveau, il a consigné son interrogatoire dans ses archives. « Vous plaisez-vous ici ?» Pas de réponse. « Les moines sont-ils bons avec vous ?» « Oui, ils sont bons. »« Avez-vous un souhait ?» Pas de réponse. « Y a-t-il quelque chose qui vous ferait plaisir ?»« Oui, s'il m'était permis de manger de la chair humaine, j'en mangerais volontiers. » Jean Grenier est mort quelques semaines plus tard, âgé de 22 ans. Son cas est caractéristique d'une arriération mentale qui est de toutes les époques et témoigne que la justice de son temps a eu le mérite de le reconnaître. Voilà mes petits angoissés, c'est la fin de cette histoire. Et à défaut d'avoir chassé du loup, on a chassé du simple d'esprit. Ce qui me choque ici, c'est que la justice de cette époque n'a pas mis cet enfant sur un bûcher. Allez, à bientôt les petits angoissés.